Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Petite précision, nous avons enregistré cet épisode avant le confinement. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Renoux, fondatrice de Birdeo, le cabinet de recrutement et de chasse de tête leader en RSE, créé en 2010. Bonjour Caroline. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'avoir dans l'empreinte. Je n'avais pas du tout cet angle-là de recrutement RSE, mais ça va, je pense, me passionner. Et j'espère que ça va passionner nos auditeurs aussi, mais je pense. Mais avant de me parler de tout ça, d'ailleurs, j'ai vraiment envie de comprendre ce qui t'a amené en 2010, du coup, à créer ce cabinet un peu précurseur en la matière, je trouve, parce que, bon, aujourd'hui, tu es leader, mais ça ne m'étonne pas finalement aujourd'hui, puisque tu réponds à un vrai besoin, à une vraie demande. Mais en 2010, pour moi, c'est déjà presque un peu tôt. Mais voilà, je te laisse la parole, parce que là, je parle déjà trop, tu vois. Pas de problème. En fait, j'ai commencé à travailler au début des années 2000. J'ai démarré dans un cabinet de chasse de tête à Budapest, en Hongrie. Donc, tu voulais faire de la RH déjà, tu étais sûre que tu voulais, d'accord, du recrutement. La RSE, c'est un sujet qui m'intéressait, mais à l'époque, on n'en parlait vraiment pas beaucoup, et soit on travaillait en ONG, ou bien on pouvait pas travailler en entreprise. Voilà. Donc, j'ai démarré en tant que chasseuse de tête. Avant la RSE, c'était que en ONG quasiment? Oui, tout à fait. C'est dingue. On commençait à parler alors de CSR en anglais, Corporate Social Responsibility, d'entreprises citoyennes, mais il n'y avait pas en tant que tel de poste dédié. Non, pas du tout. C'était en quelle année? Alors moi, j'ai commencé à travailler en 99. D'accord. Ensuite, j'ai travaillé pour des Anglais. Là, je faisais du placement de freelance dans les nouvelles technologies sur le Benelux, la Suisse et les pays nordiques. Et puis, il y a eu Lehman Brothers. C'était quoi, 2007-2008. Et pour moi, ça a été un gros choc, puisque je devais avoir 300 consultants qui travaillaient dans mon équipe. Et mon patron anglais m'a demandé d'en virer 150 en 2 semaines, ce que j'ai fait. Et là, il m'a dit « Bravo Caroline, t'es vraiment la French Margaret Thatcher ». Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je change quelque chose. Il y a quand même un truc qui va pas. Voilà. Il y a quand même, oui, tu m'étonnes. Et bon. Même c'est courageux, parce que je pense que ça doit pas être très, très compliqué de faire ça. Donc, je pense que pour moi, c'est. Mais le monde était devenu fou. Il y avait plus rien qui fonctionnait comme avant. Et en parallèle, en France, on commençait à parler du Grenelle de l'environnement, 2007-2008. Donc, les sujets revenaient. Arrivaient. Exactement. Et donc là, ça a quand même fait tilt. Est-ce que tu avais une demande? Est-ce que tu as senti une demande des entreprises là-dessus ou pas? Ou c'est toi qui l'as créée, finalement, cette demande? Parce que peut-être parfois aussi qu'on l'a créée, la demande. Alors, moi, à l'époque, j'étais convaincue que c'était le moment d'y aller. En fait, c'était beaucoup trop en avance, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. C'est pas grave. C'est jamais trop en avance. Au contraire, il vaut mieux être initiateur, inspirateur que follower. Non, mais tout à fait. Et j'ai démarré à La Ruche, qui était le premier espace de coworking. On a eu la responsable de La Ruche. Ah, d'accord. Donc, tout ce qui est dédié à l'entrepreneuriat social et solidaire. Et à l'époque, il y a 10 ans, c'était vraiment précurseur. Ce qui fait qu'on était dans ce petit cocon de gens qui voulaient changer le monde. Et c'était la crise à côté. Et c'était pas grave. Voilà. Et ça m'a... Des utopistes. Exactement. Des utopistes, mais des utopistes avec vraiment des idées de business model derrière. Puisque l'idée, c'était quand même de pouvoir créer de la valeur ajoutée grâce à ça. Oui, mais à une époque où finalement, c'était plus compliqué de montrer que ces idées green pouvaient être génératrices de business. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que ça restait un petit peu utopiste. Et donc, Birdeo, comment c'est arrivé? Et donc, Birdeo, fin 2010, j'ai repris des études en RSE et en développement durable. Et puis j'ai monté le cabinet dans la foulée. Donc c'est vrai qu'au début, tu recrutais pour des grands groupes déjà? Il y avait déjà des postes à pourvoir en RSE? C'était un modèle hybride où à la fois je recrutais pour des grands groupes et puis beaucoup aussi pour des petites. Mes premiers clients, ça a été les gens de La Ruche.
Donc, ces petites entreprises complètement dédiées sur le sujet. Donc, c'est des postes c'est différents postes. Il y a quoi, par exemple, comme type de profil aujourd'hui, quand on parle de profil RSE? Alors, aujourd'hui, en fait, en 10 ans, ça s'est vraiment structuré et spécialisé. Et tu le disais au début, ça fait 2-3 ans que vraiment, on voit un énorme changement. Et 2019, il s'est passé un truc. Il y a une espèce de prise de conscience. Je suis d'accord avec toi. Complètement dingue. Incroyable. Qui s'est passé. Exactement. Et c'est devenu... D'ailleurs, l'empreinte date de 2019. D'accord. On a lancé le podcast il y a 6 mois. Mais l'empreinte, et c'est génial, mais vous êtes hyper engagé de toute façon. C'est dans votre ADN. Mais ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que tous les médias classiques en parlent. Tout le monde s'empare du sujet. Exactement. Mais plus on en parlera et plus je pense qu'on agira aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important. Tout à fait. Que tout le monde s'encourage à en parler. Et donc, voilà, moi, si je veux savoir maintenant, aujourd'hui, quand on parle de profil RSE, moi, je vois directeur RSE, peut-être chargé de projet RSE. Est-ce que toi, tu as tu as été une grille beaucoup plus complète, peut-être, de profils qu'on peut proposer à les entreprises en matière de RSE? Oui, alors déjà, on ne parle pas uniquement de RSE. Maintenant, on parle vraiment d'engagement et de métiers à impact positif. D'accord. Et je vais commencer par te parler des clients qu'on a, des typologies, puis ça donnera une idée des profils. Alors, en termes de clients, il y a les grands groupes, où là, ça va être souvent des directions développement durable, RSE, mais de plus en plus, des profils avec une double casquette. Achat responsable, par exemple, marketing responsable. Donc, tu as l'impression que finalement, il y a de la responsabilité dans tous les métiers. C'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Ouais. C'est génial. Deuxième typologie de clients, ça va être les cabinets de conseil spécialisés. Troisième typologie, c'est là où, à mon avis, il y a le plus de potentiel. C'est tout ce mouvement des entreprises à mission. Donc, c'est ces entreprises qui formalisent une raison d'être, ou le mouvement B Corp aussi. Donc, B Corp, c'est un label international. Donc, le claim, c'est pas être l'entreprise la meilleure du monde, mais être l'entreprise la meilleure pour le monde. Où l'objectif, c'est bien sûr à la fois d'avoir un business model financier qui tient la route, mais également d'avoir un impact social et environnemental positif et contributif. Génial. Autre catégorie de clients, le monde de la finance. Pareil, ça fait 2-3 ans, il y a un vrai bouleversement sur le sujet et de plus en plus, ce qu'on appelle les critères ESG, donc environnement, social, gouvernance, sont pris en compte dans la façon dont on investit dans les entreprises. Au fil de mes rencontres, grâce à l'empreinte, on a vu que finalement, l'un des points fondamentaux de ce mouvement RSE, c'était la finance. Aujourd'hui, c'est la finance qui pourra aider à changer du coup le monde et à l'améliorer. Et je pense que toi, tu dois le voir, cette recrudescence de ce besoin en termes de profil. Oui. Et comment, en fait, tu castes, tu fais un casting, enfin voilà, comment est-ce puisque tu es chasseur de tête, donc, tout à fait. Donc tu vas aller les repérer, c'est LinkedIn, est-ce que c'est du bouche à oreille, est-ce que toi, c'est au fil même de ton parcours, des personnes que tu te rappelles, que tu peux solliciter, enfin, c'est peut-être un peu de tout ça d'ailleurs, finalement. Alors, c'est un peu de tout ça. Déjà, le truc, c'est que Birdeo, ça fait 10 ans qu'on existe. On est une dizaine de personnes aujourd'hui, donc on est plusieurs à aller chasser et interviewer des gens. Et puis, moi, ce qui est magique, c'est que tu vois, il y a 10 ans, j'ai démarré, j'ai vu les profils grandir, des gens arriver, les gens évoluer. Donc, on fait beaucoup de réseaux. Bien sûr, c'est beaucoup LinkedIn, mais on est présent dans tous les événements B Corp, Pro Durable, OC3D, le club. On va aller faire un live à Pro Durable de la fondatrice de Pro Durable. Du salon. Génial, d'accord. Donc, je pourrais peut-être te croiser là-bas, d'ailleurs. Sûrement, Cécile, ouais. Cécile qui fait partie vraiment des pionnières aussi, qui est là, elle, depuis 15 ans, je pense, et qui, a son salon qui tient et qui devient de plus en plus grand. Ce qui doit être génial, c'est de voir l'évolution soudainement de cette prise de conscience qui est arrivée, comme on l'a vu toutes les deux, là, 2018 déjà un peu, puis 2019. Révolution. On va l'appeler la révolution verte. Je sais pas. Enfin, j'ai lancé ce mot. Si vous êtes pour la révolution verte, tapez 3. Mais voilà, il y a une espèce de prise de conscience, mais qui est géniale parce que c'est une prise de conscience positive. Oui. C'est pas juste
elle est pas dénonciatrice. Elle a un petit peu, parfois, surtout du côté média, qui essaye un peu juste d'investiguer, de dénoncer plutôt que d'encourager. Mais je trouve pas uniquement. Je trouve que de plus en plus, j'entends des personnes en parler positivement, de parler de business vert, de business responsable, d'arrêter trop ce greenwashing, puisque maintenant, même les marques ne peuvent plus en faire, puisque le consommateur est éduqué, le consommateur voit quand une marque vend ses produits sur sa responsabilité sociale et environnementale. Et puis, ces nouveaux acteurs comme toi, Birdeo. D'ailleurs, Birdeo, d'où vient ce nom? Est-ce que t'as eu l'idée comment? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un sens ou pas forcément? Ça vient de bird, oiseau, puisqu'on trouve les oiseaux rares du développement durable. Ah, voilà. Et t'as un petit logo, je t'avoue que j'ai même pas vu le petit logo. Il y a une petite aile d'oiseau, en fait. Oh, c'est minimaliste, tu vois, comme quoi tu ne dépenses pas trop d'encre non plus, tu restes écologique. Et au sein d'ailleurs de ton cabinet, est-ce que vous aussi, vous êtes ambassadeur de ces valeurs, vous faites attention à votre utilisation de papier, etc. Est-ce que vraiment c'est un ADN commun? Et d'ailleurs, les personnes qui t'ont rejoint, est-ce que c'est des personnes engagées ou finalement pas forcément? Birdeo, déjà, nous, on fait partie d'un écosystème. Alors, avant, on était à La Ruche. Maintenant, on est dans un lieu qui s'appelle le 3 rue du Louvre, où on est plusieurs cabinets de conseil engagés sur ces thématiques. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être dans un écosystème comme ça. Après, Birdeo, on est également labellisé B Corp, dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, on s'engage, on est audité à avoir... Forcément, quand tu as ce type de label. Exactement. Et puis à s'améliorer aussi. Et de toute façon, les gens qui rejoignent Birdeo, bien évidemment, ce sont des gens qui sont très engagés, mais ça ne suffit pas, que ce soit pour rejoindre Birdeo ou pour les autres entreprises. Et nous, c'est vraiment notre savoir-faire, c'est-à-dire que pour faire ces métiers, c'est des métiers qui sont passionnants et qui sont difficiles. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'on va évaluer. Donc, bien sûr, il y a les valeurs. Ça, c'est la base, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il y a la posture. Il faut que ce soit des gens qui soient capables de démontrer la valeur ajoutée de ce que ça apporte. Ils peuvent être militants à côté, mais... c'est pas forcément nécessaire. Exactement. Pas dans leur posture, en tout cas en entreprise. Ensuite, on va regarder s'ils ont une culture générale, globale de la RSE et du développement durable, s'ils connaissent les ODD, par exemple. Parce qu'on peut être... Ça me paraît être la base, quand même, normalement. Oui, mais il faut quand même le vérifier. On peut être passionné d'empreinte carbone, mais pas se rendre compte que y a du sociétal aussi à prendre. C'est vrai que souvent, il y en a qui oublient cette partie sociétale. Exactement, ouais. Ensuite, on va regarder la culture générale entreprise, puisqu'il faut être capable de parler autant à un CEO que à quelqu'un qui travaille dans une boutique, qu'à un directeur financier. Ensuite, on va regarder certaines soft skills, donc des compétences comportementales, parce que pour faire ces métiers, il faut être tenace, il faut être courageux. Tenace et courageux parce que on doit délivrer des messages qui sont pas toujours très positifs. Et tenace parce qu'en général, on commence par vous dire non. Ouais, si vous voulez postuler, vous avez en détail toute la liste de critères à remplir. Exactement. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Je pense que d'abord, on est confronté à un mur. Quoique, plus, on va dire, à l'époque, jadis, plus il y a quelques temps que maintenant. Maintenant, je pense qu'ils sont quand même plus ouverts au dialogue et aux nouvelles idées. Mais en effet, faut apporter des preuves. Et souvent, en plus, en entreprise, on a besoin de preuves tangibles et chiffrées. C'est compliqué dans ces secteurs-là d'amener du tangible ou du chiffré rapidement, quoi. Et du temps long aussi. Parce que des fois, on va proposer des idées qui, sur le business model, vont avoir un impact négatif à court terme, mais qui, sur le long terme, permettront à l'entreprise de continuer à vivre. Et est-ce que tu as croisé des talents qui aujourd'hui sont un peu connus dans la RSE au cours de ton parcours que tu as recruté, etc., toi aussi? Ah bah, il y en a plein, mais voilà, mon métier est très confidentiel. Oui, d'accord. Je n'ai pas le droit de savoir. Je peux pas donner les noms. Oui, mais il y en a beaucoup là, et donc tu dois être très fière parce que c'est comme tes bébés, ferait un petit peu. Bah, mes bébés, non, mais c'est sûr, ce qui est formidable, c'est qu'on voit vraiment au bout de 10 ans que les gens évoluent, les choses évoluent, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au sujet, et ça, c'est un truc qui est quand même assez formidable, ouais. Je suis ravie. Et quelles sont les prochaines étapes, du coup, pour toi, pour ton business? Continuer? Alors là, on vient de lancer une plateforme qui s'appelle People for Impact, avec un 4. Et là, l'idée, c'est que les freelances qui sont spécialisés sur ces domaines puissent s'enregistrer. Et nous, on va leur chercher des missions.
Ah, c'est génial. Parce que le monde du travail évolue. Il y a de plus en plus de gens qui sont en freelance, que ce soit choisi ou subi. Et c'est important de pouvoir leur proposer des missions qui ont du sens et qui sont professionnalisantes. Ah, c'est génial. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses ? La dernière chose que je pourrais rajouter, c'est que c'est vraiment des métiers qui sont passionnants. Il y a plein d'opportunités. Alors j'entends parfois oui, mais il y en a pas tant que ça, etc. C'est pas vrai, il y en a plein, sauf que effectivement c'est difficile. Il faut être patient, il faut être tenace et il faut être courageux et il faut travailler. Enfin, il faut toujours se tenir au courant de ce qui se passe parce que c'est des choses qui évoluent beaucoup. Et je terminerai en disant que voilà, tout n'est pas simple. Il faut pas faut baisser les bras, en fait. Exactement. Faut pas baisser les bras et comprendre que le monde, il est complexe. Et moi, en fait, j'ai encore une question. J'allais terminer, mais j'ai encore des petites questions. Toi, mais vraiment pour toi, est-ce que au quotidien, tu es engagé ? Tu te considères ou pas comme écolo ou pas ? Ou finalement, juste, tu fais attention, mais pas surtout ? Alors, moi, je suis hyper engagée. Le truc, c'est que bien sûr, je ne le suis pas assez et je fais plein de compromis tout le temps parce que j'habite à Paris. C'est compliqué en fait d'être engagé, vraiment d'être même ceux qui sont zéro déchet. J'ai tenté moi une journée zéro déchet, mais j'y arrivais pas. C'est hyper dur. Et en fait, le problème c'est que quand on est des femmes très actives, je pense, pouvoir caler ça dans notre emploi du temps en plus du reste, je pense que c'est compliqué en fait. Je pense moi, ce que je vise, par exemple, pour le zéro déchet, c'est le zéro déchet, j'en suis incapable, mais le moins de déchets possible. Tout à fait. Toujours les sacs réutilisables. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le zéro, tente une fois. Lance-toi ce défi-là, je te promets. Si tu y arrives, tu m'appelles parce que moi, j'y arrivais pas. C'est vraiment très, très compliqué. Je sais que je suis pas prête aujourd'hui, là, dans ma vie de tous les jours. Bon, est-ce que tu aurais un message pour nos auditeurs? Parce que j'ai décidé de lancer ça maintenant. Un message pour les auditeurs que tu aimerais leur faire passer. Bon, là, tu m'avais quand même déjà dit de pas baisser les bras, donc je pense que c'est quand même un message pour eux. Mon message, il est très clair, c'est que il faut aller vers ces métiers et que il y a de plus en plus de demandes d'ailleurs des entreprises. Il y a de plus en plus de demandes, mais c'est surtout un boulevard en termes pour de les gens qui sont dans des entreprises classiques et qui aimeraient s'orienter vers là. Mais déjà, vous pouvez faire des initiatives vous-même et aller voir vos patrons, vos directeurs du développement durable s'il y en a, parce que à chaque fois ils sont très demandeurs de ces choses-là, et aller voir les professionnels du métier. Moi, ce que j'ai découvert il y a 10 ans, et c'est toujours le cas, c'est que ce sont des gens qui sont hyper ouverts, hyper facilement, on peut vachement facilement leur parler, leur demander des conseils, et il y a vraiment une solidarité sur ces sujets dans le monde professionnel. Je suis entièrement d'accord. Pour donner un exemple personnel, moi, j'étais sur un poste clé sur le digital chez Carrefour et j'ai choisi de rejoindre la RSE. Clairement, il aurait fallu que je fasse un process incroyable. En fait, j'ai proposé au directeur RSE, qui était Bertrand Zwiderski, un plan d'attaque en fait sur de la communication. Il savait pas comment caler ça dans son budget. Il s'est arrangé. Du coup, j'étais moite toujours sur le digital et moitié sur la RSE. Donc, on a chez Carrefour révolutionné. Donc, la RH me détestait parce que j'avais tout chamboulé. Il devait me payer lui-même par ces trucs. Mais on y arrive en fait. Un peu d'audace. Et quand c'est des valeurs, des choses qui tiennent à cœur, en fait, il faut le faire. Il faut le proposer. De toute façon, il n'y a pas de risque à proposer quelque chose. Surtout dans cet ADN-là. Aujourd'hui, exactement, tout à fait. Ce serait compliqué. En tout cas, je suis ravie de t'avoir eu dans l'empreinte. De même. Et puis, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.